Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Donc voilà, avec Aurélie, aujourd'hui, on va vous parler un peu de développement durable, parce qu'on trouvait le jeu de mots rigolo. Et comment faire pour développer des logiciels qui soient bons pour les gens et bons pour la planète. Donc bonjour, moi c'est Aurélie, je suis UX UI designer chez Code Lutin, une ESN sur Nantes. Et donc moi, je suis Cécilia Bossard, je suis développeuse chez Shodo, Nantes, aussi une ESN, aussi à Nantes. Développement durable, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est rentré dans le langage courant, mais souvent on en oublie la définition première qui a été donnée en 1987 dans le rapport Brundtland. Donc qui est le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité aux générations futures de répondre aux leurs. Donc on voit que ça s'appuie quand même sur trois piliers, le social, environnemental et économique. En anglais, on parle de la règle des 3 P, People, Planet, Profit. Et à ça s'ajoute un facteur indispensable, la gouvernance, c'est-à-dire l'implication de tous pour avoir un bon résultat dans l'application de ces trois piliers. Donc, ce qui veut dire que dans le développement durable, on a tous un rôle à jouer. Donc ça, c'était la définition générale. Donc en informatique, c'est possible aussi de faire du développement durable. Si on reprend les 3 P, donc on a people, on va parler des gens, on va parler d'accessibilité et d'accès aux informations, quel que soit le support utilisé. Donc on va avoir la planète, donc là on va parler d'éco-conception. Donc l'éco-conception, c'est une démarche qui va viser à intégrer l'aspect environnemental dans toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. Et puis on a l'aspect profit, bien qu'on en vive quand même, hein, on va essayer de pas trop plomber le budget des projets. Donc, écologie, informatique, pâtisserie, vous allez trouver la transition un peu bizarre, mais on s'est dit qu'on avait envie de traiter le sujet un peu de façon différente. Donc, on s'est dit que parler de bouffe, c'était le mieux, parce que ça parle à tout le monde. Donc, on illustre, voilà, notre propos en s'imaginant à la tête d'une pâtisserie et en cherchant à réaliser le chef-d'œuvre, le gâteau signature. Quelque chose qui serait génial, où on pourrait avoir les derniers robots pâtissiers à la mode, où on pourrait se faire un max de thunes, en vendre à tout le monde. Voilà, c'est génial. On aimerait vraiment arriver à un résultat comme ça. Est-ce qu'on va y arriver, à ton avis? Je suis confiante. Bon, voilà. Bon, ben non. Voilà le résultat de notre création. Voilà, on a un Chef-d'œuvre. peu voilà, notre chef-d'œuvre. On a un peu tous les goûts qui sont mélangés. Donc on a du chocolat, de la crème, des fruits, si vous cherchez bien quelque part. Voilà, c'est un peu écœurant. Puis la tenue est un peu particulière. On sait pas trop comment le manger en fait. Est-ce que ça se mange avec des couverts? Est-ce que ça se mange avec des baguettes? Est-ce que ça se mange avec une paille peut-être? Je ne sais pas trop. Et puis bon, côté décor, oui, on a essayé de cibler les enfants. Si, je vous jure. Donc il y a un mélange Reine des Neiges, Pat Patrouille et Spider-Man. Je vous laisse trouver quel état je fais quoi. Voilà. Bon, et puis cerise sur les gâteaux, comme on peut dire. On n'a pas la liste des allergènes en fait. On a oublié de lister les ingrédients quand on a fait notre recette. Donc c'est un peu embêtant pour le commercialiser. Donc, bref, personne n'en achète, hein. Je ne comprends pas. Pourtant, donc il encombre un peu nos frigos hein, et ça fait un peu baisser la réputation de notre pâtisserie quand même. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour en arriver là et pour pas réussir avec notre chef-d'œuvre? Bon, c'est vrai que on savait pas trop où aller. On a mis des ingrédients comme ça au hasard. On savait pas vraiment à qui on voulait les vendre. Et puis bon, les gens qui ont des allergies, franchement, non. Enfin, ça, on pouvait pas savoir. Et puis bon, oui, c'est sûr qu'après, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir un budget, qu'il fallait rester. Bon, avec le coût de l'énergie qui a augmenté, en plus, on a peut-être fait cuire le gâteau un peu moins longtemps que prévu. Bon, ouais, c'est peut-être ça la paille. Ouais, c'est sûr. Ouais, je comprends mieux. Ah, pardon. Donc on va essayer de reprendre depuis le début quand même. Ça allait pas du tout.
Puis on va le regarder sous l'angle du développement durable. Donc, on va voir people, les petits cœurs, planète, les petites planètes, et profit, les petites tirelires. Donc, dans chaque slide, dans chaque idée qu'on va développer, vous aurez, si c'est bon pour les gens, pour la planète ou pour le profit. Alors, on ne va pas vous fournir de formule magique, désolé. Mais on va plutôt vous lister des points de vigilance. Alors, pas de panique, il y en aura beaucoup. Mais à la fin, on vous proposera de télécharger un récap. Et pas de panique si vous vous rendez compte que vous ne les mettez pas tous en œuvre. Déjà, si vous faites un truc, c'est déjà super. Donc, on respire et on y va. On parle de pâtisserie. Donc d'abord, on va essayer de définir la bonne recette, parce que c'est par là qu'il faut commencer pour faire un bon gâteau. C'est la bonne recette. On va pas, voilà, c'est pas en mélangeant n'importe quel ingrédient avec une vague idée du résultat qu'on veut avoir qu'on peut faire quelque chose. Ben, en informatique, c'est pareil en fait. D'abord, on va essayer de penser à l'UX. L'UX, c'est les utilisateurs. Qui va le manger? On va essayer de penser aux fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on souhaite faire, et puis est-ce que ça répond aux besoins des utilisateurs. Puis donc du coup, on va essayer de penser à l'harmonie de tout ça, bien sûr, pour avoir une bonne recette. Donc premièrement, les personas. Les personas, c'est une représentation synthétique de nos catégories d'utilisateurs cibles. Qui va manger ce gâteau? Pour qui je développe cette application? À étudier à qui l'on s'adresse, ça permet de mieux connaître qui va utiliser le site internet ou l'application et viser juste du premier coup. Donc c'est bon pour le budget aussi. Et pour le gâteau, savoir si on fait un gâteau pour des enfants, peut-être qu'on fera juste un gâteau au yaourt, très simple, pas très cher, mais bourré de couleurs arc-en-ciel, ça va leur plaire. Et puis si c'est pour des jeunes des jeunes mariés, peut-être qu'une pièce montée, chocolat blanc, mangue ananas, coulis yuzu, ça va être mieux, mais nettement plus cher. Ensuite, on va définir les parcours utilisateurs. Pourquoi on m'achète ce gâteau? Pourquoi on me l'a commandé? Dans quel contexte va-t-il être mangé? Et pour notre projet informatique, on va savoir, on va se poser des questions, savoir si c'est un site statique, un site dynamique, est-ce qu'il y a besoin d'échanges entre les utilisateurs, est-ce qu'il y a des comptes utilisateurs, est-ce qu'il y a besoin d'un forum, d'actualité, d'une base de données ou pas, est-ce que ça sera une appli métier? Voilà, définir exactement ce qu'on a besoin permet de mettre en rapport aussi avec nos utilisateurs. Et enfin, voilà, prendre du recul. Comme ça, on a une vue d'ensemble et on sait exactement ce dont on a besoin. On va pouvoir hiérarchiser les fonctionnalités parce que sur toutes les idées qu'on a pu avoir, il y en a qui sont indispensables et d'autres qui seront très facultatifs. Et peut-être que ça ferait plaisir aux développeurs de commencer par le très facultatif, sauf que ça servira à rien, ça va plomber le budget et finalement, ça ne sera pas utile pour le projet. Donc souvent, on parle d'une démarche mobile first. On optimise le parcours utilisateur, on le définit bien et comme ça, il est optimisé. Tout le monde sera content d'aller sur notre site. Nos clients seront contents parce que ça aura un budget raisonnable. On peut avoir du temps pour améliorer l'éco-conception. Tout le monde est content à la fin. Vive l'UX. Et maintenant qu'on connaît les goûts, les couleurs, qui sont nos utilisateurs, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, avec tout ça, on va pouvoir construire notre gâteau, construire la recette. Est-ce qu'on va utiliser des mousses? Est-ce qu'on va utiliser du biscuit, un cœur coulant? Ça va pas donner la même impression quand on mange le gâteau. C'est pareil, il va falloir définir dès le départ les principes ergonomiques que l'on veut mettre en place sur notre site. On a une multitude de choix possibles, mais c'est important de le faire dès le départ pour pouvoir gagner du temps et répondre aux besoins. À la fin, bien sûr, on relie sa recette.
On n'oublie pas, on essaye d'être cohérent. On relit pour débusquer si on n'a pas fait des erreurs, si on n'a pas mis quelque chose dans la liste des ingrédients sans l'utiliser derrière, et vice-versa. Bah, l'interface, ça va être la même chose. On va regarder dans son ensemble si l'enchaînement des écrans se passe correctement. Est-ce que tout a été réfléchi? Est-ce que les boutons d'action sont toujours au même endroit? Ou est-ce que finalement, sur une page, ils sont en haut à droite et puis après en bas à gauche? Les utilisateurs, ils sont pas bien contents quand c'est comme ça. Donc c'est important de bien relire dès le départ, comme ça après, quand ça passe en dev, plus de soucis. Et maintenant que notre recette est bien ficelée, on va penser au futur. On va déjà préparer les évolutions possibles. Les utilisateurs évoluent, les besoins aussi, les fonctionnalités qui répondaient pas aux besoins là sur la V1, peut-être qu'elles seront attendues dans une V2 ou V12. Donc c'est important de noter tout ça, de savoir comment on veut aussi faire évoluer le logiciel et aussi les pratiques. Peut-être qu'on n'a pas vu assez d'utilisateurs quand on a fait le projet et le but, ça serait d'en voir plus la prochaine fois. Ou dans notre cas, peut-être visiter plus de pâtisseries des concurrents, hein, ça serait pas mal. Ouais, surtout goûter. Ouais, goûter, c'est bien. Donc maintenant, on va passer aux préparatifs. Maintenant qu'on a une recette bien ficelée, on va pouvoir se lancer dans l'architecture. Donc on va commencer par choisir les outils. Donc en pâtisserie comme en informatique, c'est une décision délicate. Est-ce qu'il faut utiliser le dernier robot pâtissier à la mode, qui fait tout, et dont on n'a pas besoin, ouais. Ou est-ce qu'on peut se contenter d'un simple fouet? Donc en développement, on a un peu la même problématique. Est-ce qu'on va utiliser le dernier framework JS à la mode pour faire un site statique? Je ne sais pas. Pas forcément toujours besoin de tout ce que ça fait. Est-ce que ça va pas rajouter de la complexité non nécessaire dans l'arbre d'homme de notre page? Est-ce que le code HTML généré va être valide du point de vue W3C? Parfois, on a des mauvaises surprises. Donc, toute cette complexité qu'on va ajouter, en fait, de par l'utilisation de ces frameworks, ça va rajouter une charge supplémentaire sur les navigateurs. Et puis, c'est eux qui vont devoir corriger à la volée, en fait, toutes les erreurs. Et sur des machines qui sont un peu vieillissantes, du coup, c'est là où ça va entraîner des lags, ça va ramer, et les utilisateurs ne vont pas venir sur votre site. Ça va être un peu dommage. Donc, bien penser à tout ça. Deuxième point, ça va être la réutilisation. Donc en pâtisserie, est-ce qu'on va pas pouvoir profiter de la réalisation d'un autre gâteau en parallèle pour récupérer des morceaux et réutiliser des choses? Voilà. En informatique, on a la réutilisation, c'est un peu le cœur de notre métier. Du copier-coller depuis Stack Overflow, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours. Plus sérieusement, on utilise des librairies et des composants au quotidien. Je pense que vous êtes peu nombreux à redévelopper from scratch des librairies. Peut-être qu'il y en a, mais pas beaucoup quand même. Donc là, il faut être vigilant quand on utilise du coup des librairies ou des composants préexistants. Parfois, ils sont des grosses librairies qui embarquent plein de choses. Il va falloir leur faire une petite cure d'amaigrissement et enlever toutes les fonctionnalités qu'on n'utilise pas pour vraiment les alléger et alléger la taille des livrables. Donc là, alléger un peu les futurs flux réseau. Et autre question qu'il faut se poser assez en amont, c'est en pâtisserie. Rapidement, c'est est-ce que notre gâteau contiendra de la glace et nécessitera une logistique lourde au moment d'être présenté aux convives, c'est-à-dire le rafraîchissement, tout ça. Ou est-ce que ce sera de la génose qui pourra rester à température ambiante? Donc là, on va parler plutôt des données. Est-ce que les données vont devoir rester fraîches, donc avoir du temps réel ou pas? La fréquence de mise à jour de ces données. Donc, soyez vigilants si votre client vous demande du temps réel, reposez-lui vraiment la question. Les cas d'utilisation sont quand même assez particuliers et parfois juste un rafraîchissement toutes les minutes, ça lui suffit, toutes les heures, toutes les semaines, tous les mois. Mais il veut toujours du temps réel. Mais voilà. Reposez la question. Plus vous allez faire un rafraîchissement court, plus il y aura de requêtes
pour actualiser les données. Et plus vous aurez de charges sur votre serveur et sur votre client, c'est pareil. Ralentissement. Et c'est pas agréable. Bon, on va passer à la décoration maintenant, parce que un gâteau, faut que ça soit joli pour pour faire envie et puis pour vendre. Donc on va passer à lui. Choisir la charte graphique. Bah oui, quelle couleur je vais choisir? Quelle thématique? Plutôt minimaliste, plutôt excentrique, plutôt enfantin? Quelle émotion je vais souhaiter transmettre avec ce gâteau ou avec ce site? Le but, c'est quand même de donner vie et envie de venir sur votre site, de ne pas être un site lambda sur Internet avec des fonctionnalités sympas, hein, on ne met pas ça en cause, hein, mais finalement avec un style plutôt lambda et passe-partout, avec un framework Bootstrap par exemple. Bon, voilà, il faut définir tout ça, et puis une fois qu'on sait à peu près où on veut aller, c'est important dès le début de questionner l'accessibilité. Parce que peut-être que le petit orange était bien sympa dans vos maquettes, mais en fait, il n'est pas du tout lisible, les contrastes sont horribles, et puis finalement, personne ne va réussir à voir les informations. Donc, si on le change dès le début du lancement de projet, ça coûte quasiment rien de le changer. Après, là, votre client ne serait pas content. Donc, vérifiez ça. Est-ce que les contrastes sont bons? Est-ce que les choix de typos sont judicieux? Est-ce que c'est lisible? La hiérarchisation du texte, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce que ça va passer dans les lecteurs automatiques? Il faut penser à tous les humains de la Terre. On est tous différents, donc c'est important de prendre en compte ça dès le départ, et peut-être de ne pas faire passer une information importante par de la couleur qui pourrait être... les personnes daltoniennes pourraient passer à côté de l'information. Bon, alors, tendance, design, moderne, qui claque, effet waouh. Ça, c'est des termes qu'on utilise et qu'on entend très souvent quand on parle de design. Bon, mais par contre, c'est un peu... c'est comme dit l'adage, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ou finalement, quand on est graphiste, on se rend compte que ça se discute même un peu de trop. Ce qui nous plaît ne plaît pas aux voisins, et puis peut-être que ça nous plaira plus, même pas dans 2 semaines. Donc, c'est très difficile de vouloir partir sur des tendances, sachant que ça plaira pas forcément à tout le monde. Et c'est peut-être pas la peine d'emballer notre gâteau avec des fleurs parce qu'on nous a dit que c'était la mode. Donc il y a toujours des livrets de tendance tous les ans sur du design, mais ça ne respecte pas forcément les utilisateurs et la diversité des utilisateurs. Comme on a une mode en ce moment sur de la surabondance de texte, quand on est dyslexique, c'est assez compliqué en fait. Les vidéos à lancement automatique, c'est bien, mais quand on est atteint ou pas de troubles à la sphère autistique, c'est assez stressant et assez handicapant. Ou alors la mode du minimaliste avec les pictos sans explication. Et là, il suffit de cliquer, voir croiser les doigts et savoir ce que ça fait, quoi. Puis parfois, c'est les petits détails qui font la différence. Comme des fois, je suis sûre que vous avez déjà goûté un gâteau ou un chocolat, et puis il y a un petit sucre pétillant qui arrive, et puis là, c'est marrant, on joue pendant 2 minutes avec les petits grésillements, ça nous fait nous rappeler un peu notre enfance, on est trop content, on a le sourire. Et pour les sites internet, on va essayer de faire pareil en fait. On va mettre ce petit sucre pétillant dans des micro-interactions. Le fait que l'utilisateur sache qu'il est bien passé sur le bouton parce que ça a fait un petit halo. Au moins, il sait que quand il clique, si ça se passe quelque chose, qu'il a bien fait, il a bien cliqué. C'est des petits détails qui font que l'expérience utilisateur est optimisée. Alors, je vous dis pas d'en mettre partout tout le temps, hein, parce qu'après, c'est coûteux en énergie. Et puis, ça se transforme vite en sapin de Noël ou en bonbons tête brûlée qui arrachent. Et puis, il est aussi important de penser à la durée de vie de notre site.
comment valoriser notre gâteau quand il se vendra plus. On voit bien que les modes passent, les tendances passent très très rapidement. Donc penser à l'évolution graphique et à la simplification du CSS dès le début, dès le lancement du site, c'est important. Comme ça, l'année prochaine ou dans 2 ans, quand votre client reviendra en disant bon finalement le orange, maintenant je trouve que ce qui est tendance c'est le rose, ça sera peut-être plus facile à modifier parce que vous l'aurez pensé dès le départ dans votre CSS et ça sera gagné. Eh bien, il n'y a plus qu'à. On va passer au fourneau maintenant. C'est la phase de développement. Alors, pour qu'un gâteau soit réussi, l'important, c'est de le goûter à chaque étape. Tout le temps goûter. Faut être vraiment sûr. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je fais les gâteaux. Bon, alors, ok, mais comment est-ce qu'on va goûter un logiciel? Eh ben, on va le tester en continu et en utilisant des outils qui sont intégrés à l'intégration continue. Donc, en pâtisserie, quand on goûte, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'assure que le gâteau est comestible. Parce qu'effectivement, si le pâtissier tombe par terre, c'est que la recette n'était pas très bonne. Donc là, on va tester l'accessibilité. Est-ce que notre logiciel est bon pour les gens? On va essayer de ne pas les tuer. Et donc, on teste aussi la consistance du gâteau. Est-ce qu'on a besoin de le remettre à cuire un peu ou pas? Et donc là, en informatique, on va tester l'éco-conception. Donc il y a des outils qui vont vous permettre de tester ces deux aspects de manière automatique. En tout cas, en partie, voilà, l'accessibilité, ça se teste pas qu'avec des outils automatiques. Pareil pour l'éco-conception. Vous aurez des références dans la petite fiche téléchargeable après. Je ne vais pas détailler ces outils maintenant. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Alors, on veut aussi essayer d'utiliser les bons ingrédients. Les ingrédients, on les utilise pour ce pourquoi ils sont faits. On ne va pas remplacer le sucre par de la farine. En pâtisserie, ça n'a aucun sens, en fait. Donc, pour une application web, on va faire un peu pareil avec les balises HTML. On les utilise pour ce pourquoi elles sont faites. Alors, je vais un peu... je vais être chiante avec ça, mais c'est important. On utilise des balises link pour des liens. On utilise des boutons pour des actions. Voilà. Et si vous voulez changer le style, ça se fait en CSS. On utilise des balises H pour les titres, voilà, des sections. Tout ça, ça va aider les lecteurs d'écran automatiques. Les personnes non-voyantes vont vous remercier parce que ils ne comprennent rien à votre site. Voilà. Et on structure bien ces balises aussi. Alors, par exemple, les titres, on les met bien H1, H2, H3. Enfin, il y a une hiérarchie en fait qui est logique et on essaie de la respecter aussi. Même si ça ne correspond pas au design, encore une fois, faut faire du CSS. Et donc, on va pas faire la même erreur que dans notre gâteau au début. On va essayer de lister les ingrédients qui sont utilisés pour lister les allergènes et éviter les petits problèmes qu'on peut avoir avec certains clients. Donc, de la même manière, on va indiquer ce que contient notre page. Donc, toujours encore une petite couche, avec une structure claire et définie dans les balises HTML. Voilà, on hiérarchise bien les choses et on utilise des textes alternatifs sur les images et les contenus qui ne sont pas très lisibles par les lecteurs d'écran. Et certains, il y a des espèces de tableaux. Alors on essaie de mettre des textes alternatifs pour cela. Donc c'est bénéfique pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, mais aussi pour les personnes qui ont une mauvaise connectivité. Donc, elle va charger la page et voir, bon, il y a une image. Avec le texte alternatif, la personne pourra savoir si ça vaut le coup d'attendre le chargement de l'image ou si, en fait, finalement, c'était juste de la déco et on peut continuer de scroller à l'infini sur la page. Donc c'est sympa aussi pour eux. Et puis, quand on suit une recette, on essaye en général de garder à peu près les proportions des ingrédients. Alors, on ne met pas le double de farine juste parce qu'on a un paquet d'1 kilo et qu'on a un peu la flemme de peser. Oh, allez, c'est pas grave, on va mettre 1 kilo, ça ira bien. Voilà. Mais c'est un peu ce qu'on fait quand même en informatique. Hein. On n'a pas besoin de charger une image en 4K pour afficher juste un petit avatar en haut à droite, par exemple.
Pareil sur les données utilisées. Sur la taille des réponses qui sont envoyées du serveur. On n'a peut-être pas besoin de récupérer toutes les infos personnelles de l'utilisateur juste pour afficher son login, pareil, à côté de l'avatar. On essaye d'optimiser et de réduire les contenus. Et puis, une pratique qui est quand même assez courante maintenant, hein, le lazy loading. Voilà, on ne charge le contenu qu'une fois qu'il apparaît à l'écran de l'utilisateur. Et puis quand on cuisine, on essaie de nettoyer derrière soi pour faciliter la préparation des recettes suivantes. Enfin, moi, il n'y a rien qui me répile plus qu'au moment de préparer le repas, il y a le tas de vaisselle dans l'évier, il n'y a plus de casserole, et voilà, et on finit par commander une pizza, et j'en ai marre de manger des pizzas tout le temps. On garde son plan de travail propre. Et en développement aussi, on va essayer d'écrire du code lisible et réutilisable par les utilisateurs suivants. Soyez gentils avec ceux qui passent derrière, ça pourrait être vous en fait. Hein. Méfiez-vous. Et on essaie d'appliquer la règle du Boy Scout, toujours laisser le code dans un état meilleur que celui où vous l'avez trouvé. Alors ça peut être coûteux au début de mettre en place toute cette pratique, mais sur le long terme, ça va quand même aider grandement et rentabiliser les coûts de développement. Surtout si c'est vous qui vous occupez de la maintenance par la suite. Hop là. Et ça paraît logique, il est plus facile de mettre dans le four un gâteau qui n'est pas trop grand par rapport à la taille du four, ou un truc qui ne tient pas en équilibre, ou voilà. C'est quand même beaucoup plus simple. Et bien là, dès le développement, on va penser à la mise en production, et essayer de faciliter cette mise en production, et faciliter la maintenance pour les ops, en leur donnant des applis faciles à déployer. La mise en production, ça doit être une opération anodine, on doit pouvoir le faire quotidiennement, et ça ne doit pas être douloureux. Donc on pense à la documentation et on essaie d'automatiser au max ces déploiements. Maintenant, on va pouvoir mettre notre gâteau à cuire et parler de la mise en prod. Alors dans une pâtisserie, on cuisine rarement les gâteaux un par un. En fait, on fait des gâteaux en grand batch et on les met tous ensemble dans un grand four. Bon, c'est déjà ce qui est globalement fait en informatique. Hein. On utilise des data centers et on mutualise les serveurs grâce à la virtualisation. Donc on utilise un même serveur physique pour plusieurs services. Et donc on va optimiser les ressources physiques de la machine parce qu'elle va être utilisée par plusieurs applications. Donc on va avoir des économies possibles en termes d'investissement. On n'a pas besoin de racheter un serveur à chaque fois. Et c'est très bon pour la planète aussi parce que tous ces serveurs qu'on n'utilise pas, on n'a pas besoin de les fabriquer. Il faut noter que 80% de la pollution du numérique est due à la phase de fabrication, justement, de ces terminaux. Donc les serveurs, les machines, tout ça. Donc moins on en construit, et bien moins on pollue. Donc c'est très très bien. Donc on utilise des serveurs mutualisés, mais on va essayer de ne pas les faire s'effondrer sous le poids des gâteaux. Donc c'est pareil pour les serveurs, hein, on essaie de ne pas les surcharger inutilement, et on n'y installe que le minimum requis. Donc faites attention aux images qui sont souvent fournies avec beaucoup de services inutiles. À penser à... Pareil, on fait un peu de nettoyage avant, désinstaller, ça permet de libérer des ressources mémoire et du CPU. Et puis, oui, tant qu'on est à parler des serveurs mutualisés, on pense à les couper aussi. Quand un four n'est pas en train de cuire un gâteau, en général, il est éteint. Logiquement, j'espère, la plupart du temps. Voilà, donc, est-ce que nos serveurs sont vraiment tous coupés quand ils ne sont pas utilisés? Est-ce que vous n'auriez pas des petits serveurs de test ou de recettes qui restent à tourner dans un coin alors qu'il n'y a plus d'évolution sur l'application? Personne ne se connecte sur ces serveurs, mais ils sont là, voilà, en mode zombie, au cas où. Donc on essaye de penser à couper les serveurs inutilisés pour libérer les ressources. Donc, l'idéal, c'est de prévoir ces scénarios de décommissionnement dès le début du projet. Donc, donner des conditions. Ouais. On sait que à telle date ou à tel moment, on pourra couper le serveur et libérer les ressources. Ça, c'est déjà fixé dès le début et ça enlève un peu de charge mentale. Et puis, quand un four est plus utilisé, plus du tout, il est débranché et revendu ou donné à quelqu'un d'autre.
Voilà. Peut-être que vous avez aussi dans vos placards des vieilles machines qui ne servent plus et qui pourraient aussi servir à des associations ou à des écoles qui sont souvent en manque de matériel. N'hésitez pas à fouiller dans vos placards, vous avez peut-être encore des vieilles machines. On installe un Linux et c'est reparti. Et puis on fait des gâteaux, pas des biscuits, donc on évite les cookies. C'est pas bon les cookies. Les cookies sont transmis dans chaque requête HTTP, même pour les ressources statiques, où en fait ils servent à rien. Donc on essaie d'héberger ces ressources statiques justement dans un réseau de diffusion de contenu, un CDN, qui est paramétré sans cookies. Donc ça va permettre d'alléger les requêtes. Et dans l'idéal, on n'utilise pas de cookies du tout. Vous allez dire oui, mais pour le suivi d'analyse du trafic, on a besoin. Mais en fait, voilà, il y a des solutions, des alternatives à Google Analytics, comme par exemple Matomo, qui va vous permettre de faire ce suivi sans avoir de cookies. Et les UX aiment aussi, parce que du coup, il n'y a pas l'affreux bandeau de consentement aux cookies. Là, les utilisateurs aussi. Hein. Mais voilà, tout le monde est content en fait quand il n'y a pas de cookies. Tada! Ben oui, en fait, on a cherché, mais on n'a pas trouvé mieux que des crêpes. Alors vous allez nous dire, Nantes, la Bretagne, on est peut-être un peu chauvin là-dedans, mais oui, ben en fait, les crêpes, ça plaît à tout le monde, à tous les utilisateurs, petits, grands. On peut les customiser comme on veut, avec de la chantilly pour un peu plus de fun. On peut les manger en marchant, on peut les manger assis à table. Bref, bon, on s'est dit que ça sera notre chef-d'œuvre, voilà, de notre pâtisserie. Vive les crêpes. Et puis sinon, bah bon, en conclusion, pour être un peu plus sérieux, vous avez bien vu, il n'y a pas de formule magique. C'est juste un ensemble de petits trucs optimisés qui font qu'à la fin, on va pouvoir faire quelque chose de grand. Chaque petit pas, chaque action compte. Personne n'est parfait et du jour au lendemain, ben voilà, on peut faire encore des choses un petit peu moins bien, mais on peut aller faire un pas vers le mieux, vers l'éco-conception, vers l'accessibilité à 100% de tout ce qu'on produit. L'idée, c'est vraiment de penser moins consommer. Comme Cécilia l'a dit, c'est là où l'informatique a son rôle à jouer, c'est d'éviter de continuer à produire autant de matériel qui utilisent des ressources qui ne sont pas illimitées et qui sont très polluantes. Donc là où on peut agir, c'est d'optimiser ce qu'on met, ce qui figure sur ces machines, et faire que ce soit mieux pour tout le monde. Et mieux partager, c'est développer une empathie pour les autres, pour tout le monde, pour les utilisateurs, pour soi aussi, et essayer d'optimiser, penser à soi si on fait la maintenance après derrière, penser au budget de son client, essayer de penser à tout le monde dans tous ses projets. Le but, c'est de reprendre son sens critique et de se dire que c'est pas parce qu'il y a la 5G qui arrive qu'il faut qu'on développe forcément des choses hyper chiadées, alors que finalement, c'est un site statique qui peut passer en 3G aussi, quoi. Aller droit au but, essayer de fournir l'information utile sans passer par le superflu, c'est l'idéal. Et abandonner la surabondance d'informations qui a tendance à s'installer ces dernières décennies, pour ma part, je pense que c'est une très bonne chose. On vit aux années 2000. Non, surtout pas. Et donc voilà, vous pouvez, si vous voulez, télécharger la liste des conseils. Un résumé de tout ce qu'on vous a dit, de tous les points de vigilance. Et comme Cécilia l'a rappelé au tout départ, ne serait-ce que d'en faire un, deux sur un projet, c'est déjà génial, parce que c'est déjà un petit pas. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? On a peut-être parlé un peu vite. Ouais, c'est le stress. Le stress, puis tous ces gâteaux, là, ça nous a donné faim. Ça.
Ouais, c'est vrai. Alors, c'est pas une question, c'est un tout petit complément. Il y a un site qui s'appelle Website Footprint qui permet de mesurer l'impact écologique d'un site internet. Donc, voilà. C'est une bonne pratique de passer son site une fois qu'il est en prod, de le passer là-dessus pour voir un peu les résultats. Aussi l'outil EcoIndex que j'ai référencé dans le document. EcoIndex qui permet aussi d'avoir comme un Nutri-Score de votre site. S'il est bien ou pas. Il y a pas mal d'outils. Alors, je vais peut-être répéter la question pour est-ce qu'il y a des outils pour l'accessibilité, pour tester. Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Voilà, c'est pareil, dans le doc, j'en ai cité un ou deux. Alors, il y a des outils qui s'utilisent directement dans le navigateur, il y a des choses qui s'utilisent dans l'intégration continue, il y a mais rien ne vaut un audit manuel. Mais bon, déjà, ça permet pour tester les contrastes. Mais alors, il y a, je les ai pas installés sur ce PC-là, mais aussi sur les navigateurs, vous avez plein de plugins qui vous permettent de tester les contrastes, les balises, des trucs. Mais alors, il y en a plein de petits, en fait. Il y a un truc global. C'est ça. Euh, donc moi, pour l'intégration continue, j'utilise Axe. Je trouve que c'est celui que j'ai trouvé le plus facile à intégrer. Après, je suis pas une experte en intégration continue non plus. Et au quotidien, alors, évidemment, je ne l'ai pas là et j'ai perdu son nom. Il faudrait que je le retrouve, mais il y en a un que je trouvais bien fait sur Chrome. J'ai perdu son nom. Mais il était bien. Mais il était bien. Mais en fait, comment il était bien. Il faut que je recherche. Désolée. Parfait. Plus de questions? Bon, ben merci beaucoup. Merci.